Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Retour sur les bancs de l'école pour les écoliers collégiens et lycéens du pays. Une première rentrée pour Emma à l'école du Receiving à Nouméa. Comment s'est déroulée cette journée? On en parle avec Eric Roser, vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. Il est notre invité ce soir. Municipal à Nouméa, la liste de Calédonie Ensemble tirée par Magali Manour Alalo fera de la jeunesse en credo. À Païta, Nicolas Fidjalowski, sous la houlette de Génération NC, veut développer une nouvelle zone industrielle par rapport à l'aéroport de Tantouta. Et enfin, l'éveil océanien mettra en avant la culture océanienne. Football, début difficile pour Yangen Sport face au FC Galaxy du Vanuatu. Les Bleus pourraient perdre le titre de champion d'Océanie s'ils ne remportent pas les prochains matchs. Mais avant de développer ces titres, blocage de l'agence de l'OPT de Nouméa ce matin. Une entreprise de chantier d'un collectif s'est vue interdire le retrait de grosses sommes de liquide depuis vendredi, tandis que ces transferts avaient toujours été autorisés. Essentiel pour son activité, c'était l'incompréhension. Un accord a été trouvé dans la matinée. L'activité de l'agence a repris à la mi-journée. Voilà des images d'Océane d'Acuna. C'est la rentrée pour les enfants du pays. Pour Emma, 3 ans, et ses parents, le grand jour est arrivé. C'est aujourd'hui sa toute première rentrée à l'école maternelle Les Frangipaniers. On a suivi Emma dans sa découverte de la salle de classe, de ses nouveaux camarades et bien sûr de sa maîtresse Faustine Lefranc. Accompagnée de ses parents, Emma, 3 ans, découvre sa nouvelle école. C'est un petit peu difficile, c'est dur de les laisser. Bon, après, nous, elle a fait de la crèche, donc du coup, on est un petit peu préparé. Puis bon, bah voilà, quand on voit qu'elle est capable, voilà, d'être toute seule sans nous, ça va. Elle a été à la crèche depuis ses 2 mois et demi. Elle est habituée à la Voilà, avec la crèche. Mais elle est assez timide des fois, voilà. À la crèche, il y a des nounous, il y a plus de nounous qui s'occupent plus de nous pour moins d'enfants, on va dire. Là, il y aura une maîtresse et une aide maternelle pour 24 enfants, donc voilà. Ils auront peut-être moins d'attention, mais bon, c'est normal, il faut qu'ils s'habituent à la communauté, on va dire. Au bout d'une demi-heure, les parents doivent partir. La maîtresse prend le relais. Elle accueille 9 élèves aujourd'hui, mais ils seront 24 à partir de jeudi. À chaque rentrée, c'est le même sentiment, c'est beaucoup de stress. De savoir comment ça va se passer, la réaction des enfants et des parents, la gestion des pleurs et les éventuelles questions des parents en même temps que vous gérez la classe. Donc cette année, j'ai de la chance, j'ai une aide maternelle toute la matinée, donc ça aide beaucoup. Cette école a misé sur la santé et le bien-être. Comment l'enfant va être accueilli dans sa classe. Donc il va choisir comment il veut être accueilli. Donc avec un petit câlin, un petit juste bonjour, une petite tape sur la main, voilà. Il y a aussi les anniversaires qu'on va un petit peu modifier cette année, notamment par le fait que ça va être la journée de l'enfant, cette journée-là. Donc on va lui dire un petit mot gentil, toute la classe va être réunie autour de lui, plutôt que de le fêter avec des sucreries, des gâteaux, voilà. On veut valoriser vraiment l'individu. En 2020, ce sont 12 580 enfants qui font leur rentrée en maternelle au pays. Voilà, les camarades d'Emma des écoles et collèges de Koné, Ouégoire et Vaud rentreront que lundi 24 février. Une rentrée reportée car depuis le passage du cyclone Wessi, l'eau n'est pas potable. Et enfin, la rentrée est fixée à jeudi pour les élèves et écoliers de Canala pour manque d'eau et parce que certaines tribus ne sont toujours pas accessibles pour le ramassage scolaire. Et enfin, petit couac au lycée d'Okamour à Nouméa, les lycéens ont bien effectué leur pré-rentrée aujourd'hui, mais ont été renvoyés chez eux à cause d'un problème d'emploi du temps, selon la directrice de l'ASE, Isabelle Lemoyle. Et nous recevons Eric Roser, vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir, Elise Bouachetine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, des problèmes d'emploi du temps, on en rencontre souvent au pays parce que là, reporter une rentrée pour ça, c'est que ça devait être la confusion.
Il y a eu un ajustement de rentrée qui nous a amené à ouvrir une classe de seconde supplémentaire et l'établissement a dû réajuster ses emplois du temps, ce qui, j'imagine, explique le report de 2 jours de la rentrée au lycée d'Occamo. Mais pour tout l'ensemble de nos établissements, collèges et lycées, tous les emplois du temps étaient fin prêts pour accueillir aujourd'hui tous les élèves. Alors, je vais vous reposer la question autrement. Ça s'est bien déroulé, cette première rentrée? Écoutez, aujourd'hui, oui, c'est une journée qui s'est très bien passée et c'est une journée où il est toujours assez émouvant, comme vous l'avez montré dans votre reportage, d'aller dans les écoles et de voir les enfants heureux, finalement, de retrouver, je dirais, l'école, mais aussi leurs camarades. Alors, beaucoup d'élèves en liste d'attente cette année? Non. Tous les élèves avaient été affectés au mois de décembre, les élèves qui étaient de seconde, qui accédaient en seconde ou qui accédaient en classe de 6e. Il y a quelques redoublants qui sont en attente de place et on va faire le point de situation au cours de cette semaine. Alors, on est rentré le 17 février avec 27 degrés le matin. Il fait un peu chaud pour les enfants. Est-ce que la date a été bien choisie? Alors, la date des moments de chaleur n'est pas très régulière, notamment quand on regarde sur le temps long, c'est souvent au mois de mars que l'on observe les températures les plus élevées. Bon, vous le savez, un calendrier scolaire est le résultat de plusieurs équilibres. Des équilibres pour faire que les périodes scolaires donnent lieu après à des périodes de repos des élèves. Tout cela selon une alternance de 7 semaines d'école, 2 semaines de vacances, et aussi de réserver un temps long pendant l'été pour les grandes vacances, ce qui a été le cas. Et les projets d'installation de clim dans les classes, où on en est? Alors écoutez, c'est une compétence qui relève des collectivités, ce sont elles qui équipent les établissements. C'est un sujet qu'il faut regarder avec attention. Il y a à la fois des questions auxquelles il faut être attentif. La climatisation suppose que l'air soit bien filtré et qu'il y ait une attention particulière sur tout le côté hygiène et sanitaire. Mais voilà, c'est un projet qui est en cours, qui peut être travaillé et surtout si il est associé à des panneaux photovoltaïques qui, finalement, ne génèrent pas la consommation d'électricité polluante. Alors, on a vu dans ce reportage également tourné à l'école des Frangipaniers que la santé était un thème que vous allez développer cette année. Oui, vous le savez, la santé scolaire est une des conditions de réussite à l'école. Donc il faut que nous y soyons très attentifs, que nous travaillions en partenariat avec tous les acteurs en charge de la santé publique et que nous soyons dans une démarche de promotion de la santé, d'éducation pour la santé qui amène nos élèves à avoir des équilibres du sommeil, que nous-mêmes nous soyons attentifs à un certain nombre de points de vigilance sur la santé de nos élèves. Une bonne santé est une condition première de la réussite de nos élèves. Alors, une dernière question. C'est la première année pour la réforme du baccalauréat. Qu'est-ce qui va changer pour les lycéens? Alors, 2 choses changent. Nos élèves qui rentrent en classe de première ont plus de choix dans leur parcours, puisqu'auparavant, ils devaient se limiter entre le choix d'une série S, ES et L. Et dorénavant, ils choisissent des triplettes d'enseignement de spécialité qui leur permettent finalement de répondre davantage à leur goût et aussi de se projeter dans un avenir de futur d'études supérieures. Ça, c'est une première chose qui évolue, donc plus de choix. Et aussi, ce qui va évoluer, c'est la nature même du baccalauréat, puisque à partir du baccalauréat 2021, qui concerne nos élèves entrant actuellement en classe de première, eh bien, une part de 40% sera prise en compte pour la délivrance du diplôme du baccalauréat. Éric Roser, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Voilà, et je rappelle que vous êtes le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Passons à présent à notre page municipale. Nouméa autrement, une ville pour tous les Calédoniens, une liste tirée par Magali Manou Alalo de Calédonie Ensemble. Tête de liste sous la bannière, je vous le disais, de Calédonie Ensemble. Cette liste d'ouverture est majoritairement composée de jeunes. Pourquoi? Elle nous explique au micro d'Henri Nailolo. On a voulu, en composant cette liste avec des jeunes, on a voulu promouvoir la jeunesse au poste, en leur proposant des postes à responsabilité importants. Je suis convaincue que si nous, les aînés, on n'arrive pas à convaincre
nos jeunes, à les impliquer dans les affaires publiques, il ne faut pas s'étonner que la jeunesse aujourd'hui se détourne de la politique et se désintéresse. Alors c'est Nouméa autrement, une ville pour tous les Nouméens. Et dans cette idée, c'est un équilibre, avoir une ville équilibrée et non plus avoir ce fossé qui existe entre le nord et le sud, l'ouest et l'est. Il faut aujourd'hui que tous les Nouméens se sentent considérés, quel que soit son quartier. Autre liste de Calédonie Ensemble, mais cette fois-ci à Païta, Malina Tehei, tête de liste, a présenté son programme ce samedi, un programme basé sur 4 points principaux. On l'écoute, elle est au micro d'Alexandre Sigura. Un constat, il est simple, 20 ans d'une même équipe et rien n'a été fait, pas de police, pas de piscine, pas de CCAS, ça c'est l'objet de notre programme. On a 4 grandes priorités. Premièrement, la sécurisation de nos quartiers, de notre centre-ville, par la création d'une police municipale digne de ce nom pour une commune de 25 000 habitants. Ensuite, la solidarité pour les plus démunis avec la création d'un centre communal d'action sociale. Enfin, le développement économique et la création d'emplois avec la création d'un vrai centre-ville. Et enfin, une politique environnementale avec la rédaction d'un schéma directeur d'assainissement. Par exemple, pour le développement économique, on a dit un vrai centre-ville avec un cœur de ville digne de ce nom. On souhaiterait faire venir des investisseurs par des appels à projets et pourquoi pas avoir un Païta Mall. Et peut-être avec ça, des cinémas et des activités et des restaurations supplémentaires. Voilà, et toujours à Païta, Nicolas Fijelkowski, sous la houlette de Génération NC, veut développer une nouvelle zone industrielle, un projet par rapport à l'aéroport de Tontouta. Je vous propose de l'écouter. Alors, l'idée, c'est de faire une nouvelle zone industrielle dans le nord de la commune, au-delà des 3 zones qui existent déjà sur le secteur de Païta. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer notamment à toute l'économie qui en orbite autour du monde aéronautique aérien, de pouvoir s'installer au plus proche de l'aéroport de Tontouta. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à terme, dans un futur plus ou moins proche, l'activité de Magenta finira par passer sur Tontouta. Donc on va avoir 2 aérogares domestiques et internationales, et il faut pouvoir répondre derrière à une proposition de terrain dédié à l'économie pour pouvoir répondre à leurs attentes en termes de besoins matériels et de moyens différents. Voilà des propos recueillis par Océane Dacunia et de nouveau à Païta, la liste unitaire du FLNKS tirée par Louis Mapou veut redéfinir les maisons de quartier pour accompagner les jeunes. C'est l'un des projets de son programme. On écoute Jessica Marengo, colistière de la liste unitaire FLNKS. Et dans cette nouvelle gouvernance, on souhaite proposer la création d'un CCAS. On se rend bien compte que on montre la jeunesse du doigt, on attend qu'elle bouge, mais on ne fait rien pour les accompagner. Donc on souhaite, nous, en tout cas, pour accompagner au mieux la jeunesse, mais au-delà de la jeunesse et toute la population de Païta, c'est de pouvoir redéfinir aussi les missions des maisons de quartier et pouvoir retravailler avec les personnes des tribus dans les maisons communes. Mais essayer de faire un lien entre toute la population de Païta. De vraiment de créer quelque chose qui est coordonné, où on puisse aller à la rencontre des administrés, recenser les besoins et ensuite voir comment on peut travailler, pas que nous à la mairie, mais avec eux sur comment répondre à ces besoins. Et dans une autre grande commune de Nouméa, cette fois-ci à Dambéa, l'éveil océanien a présenté son programme pour les municipales de Dambéa avec une liste d'ouverture portée par Vaimoir Mouliava, une liste intergénérationnelle avec plusieurs communautés culturelles représentées. L'objectif est affiché, prendre en compte les valeurs océaniennes pour réduire les inégalités sociales. Une priorité, le logement. On l'écoute au micro de Faustine Lefranc. C'est le maire qui délivre le permis de construire, c'est le maire qui décide de l'urbanisme et de l'habitat au sein de sa commune.
hein. Et force est de constater que là où sont logés en majorité les Océaniens, on leur propose un habitat et un urbanisme hors sol qui ne correspond pas à leur manière de vivre et qui finalement génère de la délinquance. Et c'est un cercle vicieux parce qu'après on demande plus de travailleurs sociaux, plus de police, plus de sécurité. Alors si on intervient au début de la chaîne de la valeur, sur les notions de famille, les valeurs de famille, et puis gérer les budgets, et puis donner de l'emploi local, localisé, hein, on réglera une partie des problèmes. C'est surtout essayer de nouvelles méthodes, des méthodes issues de nos cultures, des fondamentaux qui font la culture océanienne, parce qu'on l'a bien vu, ça fait 30 ans qu'on teste d'autres solutions et ça ne marche pas. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur notre page municipale. Dans l'actualité également, Stéphane Lucien Brun, nommé commissaire délégué de la République pour la province des Îles-Loyauté, à l'occasion de sa prise de fonction, un dépôt de gerbes a eu lieu aujourd'hui à Ouélifou, au monument aux morts. L'ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes remplacera Patrick Larope. Attention, cette information, les clients ayant acheté des sets de repas à bambou chez Géant Sainte-Marie et Casino Mandor, vous êtes priés de les ramener. Un risque de migration de produits toxiques irritants pour la peau, le nez, la gorge, les yeux. Voilà donc cette information, plus d'informations dans nos prochaines éditions. Du sport pour refermer ce journal. Football, 4-1 face à FC Galaxy du Vanuatu. Lourde défaite pour Yingen Sport qui remet son titre en jeu. Actuellement Papouasie-Nouvelle-Guinée pour disputer la phase de qualification de la Ligue des champions d'Océanie. Retour sur ce match avec Prosper Poitou. Si l'on parle en termes d'expérience dans l'OFC Champions League, Yingen Sport paraissait un cran au-dessus de son adversaire du jour. En effet, le Galaxy FC, jeune club vanuatais créé en 2014, participe pour la première fois de sa toute jeune histoire à une compétition internationale. Barragiste il y a 2 mois pour le mondial des clubs et actuel tenant du titre, Yingen Sport avait la légitimité de s'en sortir de ce match piège. Sauf qu'en face, le club appartenant à un homme d'affaires Andrew Leong a mis les moyens pour renforcer son équipe avec 5 nouvelles recrues étrangères pour cette compétition. C'est d'ailleurs grâce à 3 d'entre elles que le club vanuatais a pu s'imposer face aux joueurs de la côte Est. Tout d'abord, le milieu offensif Robertson dos Santos Ribeiro, qui ouvre le score à la 14e minute. Puis, à la 34e, c'est au tour du Salomone Ngagame Feni de porter le score à 2-0. L'Américain Terence Carter marque le 3e but à la 80e. Kensi Tangis, joueur vanuatais, marque le 4e but à la 90e. Côté Kagou, Joseph Attalé réduira le score sur penalty à la 85e. Le score assez lourd de 4-1 ne reflète pas complètement la physionomie du match. Yingen Sport a eu plusieurs occasions de réduire le score tout au long du match, mais s'est trop souvent montré imprécis, à l'image de son capitaine qui, à 2-0, rate son penalty. Les choses semblent mal embarquées pour les joueurs de la côte Est, qui se retrouvent derniers au classement de cette poule A. Ils doivent impérativement remporter leurs 2 prochains matchs, sous peine de passer à la trappe dès la phase de poule. Voilà, Yingen Sport disputera son second match ce mercredi face à Eraki United de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis le 3e et dernier match de poule ce samedi face à Eastern Suburb, le champion néo-zélandais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Votre téléfilm Mensonge ou Vérité à 19h20. Votre programmation continue en notre compagnie. Bonne soirée.